Bonjour, bienvenue au podcast Connexion Primordiale dans la série En balade avec Paul. Aujourd'hui, on ne devrait pas trop être dérangé par les voitures parce qu'il est 8 heures du matin et on est le 25 décembre, donc tout le monde dort. Dans le podcast En balade avec Paul, on aborde différents sujets autour de l'IMP ou de notre maison d'édition Ressources Primordiales. Et aujourd'hui, on va continuer à explorer quelques réflexes. Et puis, comme c'est Noël, je voulais parler d'un réflexe qui me tient particulièrement à cœur. Je sais, je vais encore vous faire rire parce que pour moi, c'est le réflexe le plus important de tous les réflexes. C'est le fameux réflexe d'orientation cognitive de Pavlov, qu'on appelle aussi réflexe de curiosité, en IMP, on l'appelle comme ça. Réflexe d'orientation cognitive de Pavlov. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que les bébés, on peut dire quasiment, ils naissent curieux. Les bébés sont curieux de ce qui se passe au niveau visuel. Les bébés sont curieux de tout ce qui se passe au niveau auditif. Ils sont certainement curieux de ce qui se passe au niveau tactile. Et même, j'ai envie de dire, proprioceptif, puisqu'ils jouent avec leur corps, ils adorent explorer les choses. Et puis les bébés sont avant tout très curieux de ce qui se passe au niveau buccal, au niveau gustatif et au niveau odorat. Au niveau de l'odorat, on sait que les bébés sont très attirés par l'odeur de leur mère qu'ils peuvent reconnaître dès la naissance. D'ailleurs aussi la voix de leur mère est reconnue dès la naissance. Donc le bébé manifeste une orientation et qu'on n'a pas peur d'appeler cognitive, c'est-à-dire qu'il va stimuler le cerveau. Alors peut-être que dans un premier temps, chez le bébé, cette orientation est plus sensorielle que cognitive, c'est-à-dire sans analyse, sans traitement poussé de l'information. Mais ça va très très vite. Le bébé, en quelques heures, prend contact avec son environnement, quand je veux dire en quelques heures après la naissance, et commence à explorer de plus en plus son environnement. Alors évidemment, à la naissance, on sait que le bébé ne voit qu'à 17 cm, tout le reste est flou, il est très myope. Semaine après semaine, sa distance évolue jusqu'à une maturité complète du système visuel qui est quand même vers 8 ans. Alors, il y a plein de compétences au niveau visuel, mais bref, cette notion est importante parce que la première sphère cognitive du bébé, c'est la sphère buccale. On peut dire qu'on se développe par la bouche. Et quand je dis on peut dire qu'on se développe par la bouche, dites-vous bien que ce n'est pas une notion dite au hasard pour plusieurs raisons. Première raison, un jour, j'ai assisté dans un congrès auquel j'ai participé pour présenter les réflexes, un congrès de posturologie à l'université de Paris. Dans lequel il y avait Alain Berthoz, donc un des plus grands chercheurs français, spécialiste de la kinesthésie, de comment on prend des décisions, de l'inhibition au niveau du cerveau, de plein de mécanismes. Qui a écrit le fameux livre, son premier livre le plus connu, c'est Le sens du mouvement, mais il a fait plein d'autres travaux après sur la décision, sur plein de choses. Alors, dans ce congrès, j'ai assisté à une présentation dont malheureusement je ne me rappelle pas le nom du présentateur, mais il nous a présenté des travaux qu'il faisait en embryologie. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il a montré sur des embryons de poulet, c'est-à-dire sur des œufs, qu'en mettant des marqueurs aux différents endroits. Donc vous voyez, vous avez la fécondation, puis au moment de la fécondation, je ne sais pas comment ils font, ils colorient, ils mettent des marqueurs au niveau des cellules, et puis au fur et à mesure que ça se développe, on voit comment les cellules s'organisent. Et lui, il prend des photos toutes les minutes, toutes les heures, et puis après, il les passe en accéléré, ce qui fait qu'on voit en quelques instants tout le développement embryologique
sous nos yeux. Vous savez, comme on voit toujours à la télé avec les fleurs qu'on voit s'ouvrir en 1 minute alors qu'il faut des jours et des jours pour que tout ça se mette en place, eh bien, il fait la même chose avec des embryons de poulets. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que le marqueur au niveau de ce qui est le système digestif et l'anus est au centre et que tout le reste s'organise autour. C'est-à-dire que tout le système nerveux, tout le corps s'organise autour du système digestif. Et nous dit-il, et je trouve que c'est absolument passionnant, vous allez voir que tout ça a à voir avec notre sujet du réflexe de curiosité, réflexe d'orientation cognitive de Pavlov. Tout ça, déjà rien que ça c'est curieux, alors ça attise notre curiosité. Tout notre corps s'organise autour du tube digestif. Parce qu'effectivement, nous avons, vous connaissez ce mot, le tube digestif, mais au-delà de ça, c'est tout le système digestif, ça commence par la bouche et ça finit par l'anus. C'est un tube qui nous traverse de part en part. C'est-à-dire que si j'avale une bille, je ne vous recommande pas de le faire, mais si j'avalais une bille ou un petit caillou, je le mettrais dans ma bouche, je déglutirais, puis comme il n'y a rien qui est digérable, utilisable, assimilable par mon organisme au niveau de ce caillou, eh bien au bout de un jour ou deux, en fonction de l'état de notre transit, il ressortirait intact. Par où, vous savez, ce caillou m'aura traversé sans jamais, c'est ça qui est choquant, rentrer dans mon corps. Je crois que ce qui rentre dans ma bouche rentre dans mon corps, mais pas véritablement. Alors, il y a un tuyau, et dans ce tuyau, il y a un certain nombre d'agents qui disent ça peut rentrer dans le corps, ou ça rentre pas dans le corps. On pense aux aliments, évidemment. À la base, c'est ça. C'est de dire, voilà, si au lieu de manger une bille, je mange un œuf, disons, et on vient de parler des œufs, eh bien, l'œuf, il y a des tas de substances dans l'œuf qui sont assimilables, je suppose la plupart, des graisses, des protéines, que sais-je, de la choline, un certain nombre de choses dont mon corps a besoin, et donc ça va le faire rentrer au niveau des intestins, ça va le faire rentrer un certain nombre de substances, et puis ce qui n'est pas utile dans l'œuf va être rejeté, va être trié, va me passer à travers le corps, mais sans être véritablement rentré. Alors, les études de ce monsieur fort passionnante montrent que en embryologie, tout s'organise autour du système digestif, puisque on a notre corps qui se replie autour de ce tuyau, en quelque sorte. Et il se trouve qu'en embryologie, on sait que la zone de la bouche est la première qui se développe au niveau sensoriel, au niveau tactile. C'est la première zone mature de l'embryon, avec entre autres un réflexe majeur qui s'appelle le réflexe de retrait et le réflexe nauséeux. En fait, ces deux réflexes-là sont les plus primitifs dans le sens ordre d'apparition et sont donc des réflexes qui se mettent en place le plus tôt. Alors, le réflexe nauséeux, c'est pour empêcher que des corps étrangers rentrent justement dans ce système digestif, et c'est étonnant de savoir que dans l'état embryonnaire le plus archaïque, dès qu'un tuyau, une bouche se forme, eh bien, avec une langue, etc., eh bien, le réflexe nauséeux apparaît pour empêcher que les corps étrangers puissent rentrer ou des substances étrangères puissent rentrer. Et simultanément apparaît le réflexe de retrait, qui est que si jamais on s'approche ou on veut toucher la région péribuccale, eh bien, l'embryon, qui fait quelques millimètres seulement, grand comme un grain de riz, va se rétracter, va reculer. Plus tard, cette zone tactile au niveau de la bouche va s'étendre à tout le corps. Si on touche un embryon, il va exercer un réflexe de retrait. Et plus tard, le bébé à la naissance, si vous le piquez avec une aiguille, et nous avons ça aussi tout au long de notre vie, on va avoir un retrait. Si on pique le bébé au talon, il va enlever sa jambe. Elle va faire un réflexe dit de retrait. Donc évidemment, ça c'est l'antagoniste, ce réflexe de retrait, antagoniste pur du réflexe d'orientation cognitive. Là où il y a douleur, j'ai pas envie d'y mettre ma cognition, et la douleur empêche la cognition, bien entendu. Mais, première chose absolument passionnante, nous nous formons autour de notre système digestif, et la première zone sensorielle, sensitive, c'est la zone de la bouche. Alors quand on dit la bouche, c'est la sphère oro-maxillaire qui comprend les lèvres, évidemment, extrêmement sensibles, qui comprend le palais,
qui comprend la langue, et toute cette zone-là est extrêmement innervée en papilles gustatives. Alors, elle est innervée chez nous en papilles gustatives, mais chez le bébé, c'est beaucoup plus. Il a comme une vision tridimensionnelle au niveau de sa bouche. Il a une perception, je devrais dire, tridimensionnelle buccale. Et donc, la première sphère cognitive, voilà, peut-être à ce niveau-là de l'explication, il faut dire la première sphère exploratoire, d'exploration du bébé, c'est la bouche. Et essentiellement, qu'est-ce que le bébé va mettre en bouche? Tout d'abord, dans le ventre de sa mère, déjà, il va mettre ses doigts, il va mettre son pouce, il va téter. Et c'est très important qu'il tète parce que ce réflexe de succion doit être parfaitement mature à la naissance. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'effort qu'il faut fournir pour tirer le lait du sein maternel. Donc c'est une aspiration très forte, avec la déglutition, et justement qui va inhiber momentanément le réflexe nauséeux en disant ça peut rentrer. Donc on coordonne succion, déglutition et respiration. Il faut temporairement arrêter la respiration au moment de la déglutition. Et ça, là, ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Et ça demande une énergie phénoménale, et ça demande des mécanismes réflexes, 3 mécanismes réflexes, de se coordonner de manière absolument parfaite. Encore une fois, succion, déglutition, respiration, et j'ajouterai inhibition du réflexe nauséeux. C'est ce qu'on appelle le réflexe d'alimentation. Le réflexe d'alimentation, c'est ce désir d'aller se nourrir. Alors le bébé, il va explorer ses doigts, il va faire fonctionner la succion, la déglutition, inhibition du réflexe nauséeux, de telle sorte que, il n'y a pas encore la respiration, bien entendu, dans le ventre de sa mère, mais de telle sorte que, à la naissance, une fois qu'il est dans le monde aérien, qu'il a quitté le monde océanique, il va pouvoir, dans les minutes qui suivent, dans l'heure qui suit la naissance, téter le sein de sa mère, sans aucun souci. Ce qui est quand même un exploit phénoménal. Et à partir de là, il va continuer à explorer effectivement régulièrement ses doigts, sa main, quand on a envie, son pouce, mais il va beaucoup explorer les seins de sa mère, le droit, le gauche, le gauche, le droit, le droit, le gauche, le gauche, le droit, encore et encore et encore. Pendant qu'il explore avec sa bouche ce sein, son système visuel va regarder sa mère, proche, loin, proche, loin. Alors proche, c'est le sein, c'est le mamelon qui est devenu beaucoup plus gros que d'habitude, c'est-à-dire il est devenu énorme, le mamelon, le sein, est violacé, c'est-à-dire très foncé, c'est ce qui fournit beaucoup de contraste au bébé, c'est pas pour rien. Et le bébé peut voir que jusqu'à 17 cm à la naissance, c'est-à-dire en gros, il peut voir du sein à le regard de sa mère, au visage de sa mère. Et donc il va explorer ce magnifique visage de sa mère, qui le fascine tant, et il va explorer le sein. Et vous voyez les bébés qui tètent et qui tendent le bras vers le visage de leur mère, qui veulent toucher le nez, qui veulent toucher les yeux, qui veulent toucher les lèvres de leur mère. La mère fait des petits bisous aux doigts du bébé, et le bébé commence à explorer cette distance proximale, c'est-à-dire de ce qu'il peut atteindre avec le bras. Et il coordonne ça avec cette sphère visuelle qui est très peu étendue, puisqu'elle va, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, jusqu'à 17 cm au niveau de la naissance. Mais pendant qu'il tète, donc il active sa bouche, sensation buccale, il active son système visuel proche, proximal, et il va ainsi activer son audition de plus en plus. Il va écouter la voix de sa mère. Et puis, comme on fait quand on parle à un bébé, eh bien nous modulons notre voix de telle sorte que notre intonation est beaucoup plus importante que les mots qui sont dits. Évidemment, on va parler bébé, on va moduler nos intonations. Personne ne nous a dit qu'il fallait le faire, on le fait spontanément parce qu'on sait que le bébé, il réagit. Donc on va moduler notre voix, et la mère va lui parler, va lui dire des mots tendres, ou va parler à d'autres gens, et le bébé va écouter. On voit que les bébés, très tôt, sont hyper attentifs à tout ce qui se passe au niveau sonore. Donc regardez un bébé qui tète, c'est passionnant de voir tout ce que fait le bébé qui tète. Alors, je l'ai déjà évoqué plein de fois lors de ce podcast, il va utiliser plein de réflexes au niveau de son corps, le Babinski pour stabiliser sa posture, le Galant, le Pérez, il y a tout un tas de réflexes au niveau du cou, du dos, des mains, le paume-bouche de Babkin, il y a tout un tas de réflexes qui interviennent évidemment pendant l'allaitement, qui sont indispensables pour que ça fonctionne
correctement. Donc, le bébé, quand il tète, et pas qu'à ce moment-là bien sûr, mais quand il tète, il est particulièrement actif et on peut dire qu'à ce moment-là, il met en place une certaine forme de cognition, c'est-à-dire d'exploration de son environnement avec une forme d'analyse. Il est en train de progressivement, comprendre, chercher à comprendre ce qui se passe autour de lui. Et alors il y a plein d'expériences qui ont été faites. En France, on pense à des, neuroscientifiques comme, Olivier Houdet et d'autres qui explorent les compétences du bébé dès la naissance, que ce soit en vocabulaire, en reconnaissance vocale, que ce soit en calcul mathématique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette affaire de calcul mathématique chez les bébés? Et oui, dès la naissance, les bébés savent compter. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Si voilà le genre d'expériences qui sont faites, et là encore, ça va attiser votre curiosité et nous permettre de comprendre plein de choses sur l'être humain et sur cette curiosité si importante. Si vous présentez à un bébé une petite peluche, et puis il y a un écran, il y a un tissu, il y a quelque chose, et vous faites aller la peluche derrière le tissu. Puis vous prenez une deuxième peluche, même chose. Troisième peluche, même chose. Et puis tout d'un coup, vous enlevez l'écran ou le tissu. Ben, si vous avez fait ça 3 fois, il y a 3 peluches. Si vous enlevez l'écran et qu'il y a effectivement 3 peluches, le bébé ne va pas réagir plus que ça. C'est normal, vous avez, vous aussi, vous voyez que vous posez, l'expérimentateur place une peluche, 2 peluches, 3 peluches derrière quelque chose, il enlève ce quelque chose et les 3 peluches sont là, rien d'extraordinaire. Mais encore ça sous-entend que je sais compter, parce que si l'expérimentateur met une peluche, 2 peluches, 3 peluches, et en douce il en enlève une, et qu'il enlève l'écran, et que le bébé en a vu 3 rentrer, et puis on enlève l'écran, il n'y en a que 2, il va être surpris, il va être terriblement surpris. Et on peut faire ça avec 4, 5 peluches, un certain nombre de peluches. Certains oiseaux aussi, comme les corbeaux, peuvent aller, je crois, compter jusqu'à plus d'une dizaine, peut-être même une vingtaine. Il y a plein d'animaux avec qui on peut faire des tests, mais dès la naissance, le bébé a un certain sens arithmétique, mathématique. Et ça, c'est absolument fascinant. Donc, on peut dire que des choses comme un certain nombre de rapports aux chiffres, au calcul, à la présence ou à l'absence de quelque chose, sont innés, sont innés. Malheureusement, pas toutes les mathématiques sont innées, mais certaines compétences mathématiques le sont, tout comme certaines compétences langagières le sont. Donc le bébé, il explore son environnement et pour ce faire, il a une immense curiosité. Il est curieux de tout. Il peut jouer pendant des heures avec ses orteils, avec ses mains, dans son petit berceau. Un rien l'amuse, comme on dit, parce que tout est source d'exploration, de découverte. Et il a énormément de sensations au niveau de... Évidemment, tout ça est très nouveau pour lui, donc il n'est pas blasé encore. Il a beaucoup de sensations au niveau gustatif, au niveau visuel, au niveau tactile, au niveau auditif et au niveau du déplacement de son corps dans l'espace et de la perception de son corps dans l'espace, donc de la proprioception et de la kinesthésie. Donc il a beaucoup de plaisir à expérimenter son corps, et en expérimentant son corps, il explore son esprit, il rentre en relation avec l'univers extraordinaire qui l'entoure, avec son environnement. Progressivement, il va développer de plus en plus ses compétences audiovisuelles, et il y a une grosse différence entre les compétences audiovisuelles et la compétence tactile, c'est que la compétence tactile ou buccale, qui est une autre forme de compétence tactile, hein, c'est le sens du goût, c'est une sorte de sens tactile au niveau de la bouche, eh bien, ce sont des sens proximaux, c'est-à-dire que il faut toucher la chose, il faut la mettre dans ma bouche pour l'explorer. Donc ça reste à l'intérieur des frontières de mon corps ou au niveau de ma peau pour ce qui est du toucher. En revanche, le sens visuel et le sens auditif sont des sens distaux qui nous permettent d'explorer des choses lointaines sans y être physiquement. C'est assez magique quand on y pense. La vision étant le sens le plus distal que l'être humain ait, on peut voir à des distances
extrêmement loin, on peut voir la lumière des étoiles, on ne peut pas entendre le bruit des étoiles, on peut voir la Lune, mais on ne peut pas entendre ce qui se passe sur la Lune. Donc la vision est notre sens le plus distal qui existe. Et il se trouve que, en grandissant, les adultes autour de nous vont nous donner de plus en plus d'informations au niveau auditif. Et à l'école, on va apprendre par l'audition, par le fait de... On nous dit, mais on va apprendre beaucoup par le visuel. Et entre autres, on est dans une civilisation de la lecture, de l'écriture, et donc on va beaucoup apprendre par ces symboles que sont les chiffres et les lettres. Alors autrefois, hein, au niveau de la préhistoire, évidemment, on avait beaucoup de transmissions. Avant l'invention de l'écriture, beaucoup plus de transmissions auditives, des histoires qu'on racontait. On a, et ça va vous intéresser, c'est assez phénoménal. Il y a des chercheurs qui ont écouté des récits de peuples qui s'étendent sur des millénaires, c'est-à-dire des histoires que des peuples se racontent depuis des millénaires, qui correspondent à une réalité de choses qui ont pu être trouvées en archéologie. C'est quelque chose qui, pour nous, qui sommes des lecteurs, écrivains, est difficile à concevoir. On imaginerait que la transmission auditive est forcément néfaste, enfin mauvaise, inefficace. On pense au fameux jeu du téléphone arabe où les choses se déforment encore et encore. Eh bien, ce n'est pas la réalité des peuples premiers, des peuples préhistoriques, des peuples basés sur l'oralité, où on s'est rendu compte, par des recherches très précises, que des choses, parfois sur des siècles, parfois même peut-être et certainement sur des millénaires, s'avéraient transmises de manière absolument précise et exacte. Donc, évidemment, on imagine bien qu'avant l'invention de l'écriture, tout ce qui était oral, auditif, mémorisation, était plus importante que de nos jours. Mais le visuel n'était pas en reste pour autant, évidemment, il n'y avait pas l'écriture. Mais on apprenait en regardant. Pour apprendre à tailler les silex, il faut des apprentissages extrêmement complexes, il faut des démonstrations visuelles encore et encore, il faut des années de pratique, de répétition de gestes, mais de démonstration. Pour apprendre à chasser, il faut s'entraîner des années et des années et des années. Pour la cueillette, vous croyez quoi pour la cueillette? Il faut des reconnaissances de subtilité, de plantes, de champignons, de baies, de feuilles d'arbres, etc. Phénoménal. Et donc ça nécessite un apprentissage visuel et une répétition d'apprentissage visuel encore et encore qui s'étend sur des années et des transmissions de savoir qui se sont faites sur des siècles et même des millénaires pendant des centaines de milliers d'années pour ce qui est de la préhistoire. Donc, oui, le bébé explore tout d'abord dans ses sphères proximales, tactiles, buccales, gustatives, et il va explorer et apprendre ensuite de plus en plus avec sa sphère auditive et sa sphère visuelle. Alors ça, c'est une notion très importante parce que ça veut dire que quand je travaille avec des bébés, il est de toute première importance de laisser les bébés explorer avec sa sphère buccale. Ça veut dire de laisser les bébés amener en bouche. Alors certes pas des objets avec lesquels ils risqueraient de s'étouffer, mais il est très important que le bébé ait beaucoup d'exploration au niveau buccal. D'ailleurs, les petits-enfants veulent tout mettre en bouche, même quand plus tard il n'est plus un petit bébé, mais qu'il a 1 an, ou 1 an et demi ou 2 ans et que vous l'amenez au parc. Il veut mettre le sable dans la bouche, il veut mâchouiller les bouts de bois et toutes ces choses-là, et c'est tout à fait naturel, normal et même sain. Et bon, il veut explorer différentes textures, il veut sentir ce que ça fait dans sa main, mais il veut sentir aussi ce que ça fait dans sa bouche, sur son visage, il veut en sentir l'odeur, il veut en sentir toutes les aspérités. Et donc l'enfant a besoin d'énormes explorations. Personnellement, je suis moins gêné à ce que mes enfants mettent, je ne sais pas, des bouts de bois en bouche que des bouts de plastique en bouche, qui sont porteurs de perturbateurs endocriniens et qui nous bousillent la santé, celle de nos enfants. Donc, à ce que je sache, les bouts de bois n'ont rien de mauvais. Et au contraire, le bébé, en plus, va forger son système immunitaire, c'est absolument majeur. Qu'il ne peut pas faire contre les perturbateurs endocriniens, entendons-nous bien. Donc,
Le bébé, c'est de toute première importance, disais-je, qu'il puisse explorer encore et encore avec sa sphère buccale. Alors bien sûr, l'allaitement est de prime importance. Plus un enfant va être allaité, plus ça va être bon pour tout un tas de choses et vous le savez suffisamment maintenant au niveau de ses réflexes, de l'intégration de ses réflexes, au niveau de son système visuel, auditif, tout ce que je viens d'expliquer, au niveau de son système immunitaire, etc. Mais c'est pas tout, c'est toutes les expériences qu'on va lui proposer. Plus il aura été mis dans un Youpala, dans un transat, etc., ben moins il va pouvoir explorer son environnement. Donc, il va falloir le mettre au sol, il va falloir le porter. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire pour que le bébé puisse explorer son environnement. Évidemment, il a besoin qu'on lui raconte des histoires, qu'on le prenne dans les bras, qu'on lui fasse des câlins et des massages, etc. Et plus on va lui raconter des histoires, plus ça va être bon pour son développement. En revanche, et là, désolé, hein, mais les études en psychologie, les études en pédiatrie, les études dans plein de domaines montrent que les écrans sont extrêmement néfastes dans le développement des enfants, y compris au niveau du développement langagier. Quand il y a une télé allumée, l'enfant va moins utiliser de mots, va moins interagir avec son environnement, et plus on a des statistiques formelles aujourd'hui, plus les télés sont allumées dans les endroits où il y a des bébés, plus les bébés se développent mal et sont en retard dans leur développement, voire se retrouvent en échec scolaire ou en déficience intellectuelle. Il ne s'agit pas d'une étude ici, il ne s'agit pas de 100 études ici, il s'agit de milliers d'études sur le sujet dans le monde entier. Alors on peut se dire, pourquoi ? Parce que la télé elle fournit du langage, le langage c'est bien pour l'enfant. Non, parce que la télé, c'est un langage qui n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens ? Parce qu'il n'y a pas d'interaction. Le bébé, pour créer du langage, a besoin d'interaction. Soit il entend des interactions entre deux personnes, avec une prosodie, avec des mots, avec tout un tas de choses, et le bébé peut y mettre du sens. La télé, c'est à sens unique, il n'y a pas d'interaction d'une personne avec l'autre. Ça n'a pas de sens, c'est passif. Et surtout, la télé n'est pas à l'écoute des réactions du bébé. Quand nous parlons à un bébé, nous modulons tout ce que nous disons en fonction des réactions du bébé. Et le bébé, il va susciter aussi du discours chez nous, en faisant des petits cris, en faisant des bruits, en bougeant, et il va susciter du langage chez nous. Donc oui, quand il y a une télé allumée, on inhibe le développement langagier d'un enfant et son développement intellectuel. Les écrans nous rendent passifs, nous le savons très bien. Or, pour développer notre cerveau, il faut être actif. C'est pourquoi certains disent que les jeux vidéo, par exemple, sont moins pires que de scroller sur Internet, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est passif. On est activé par des stimulus externes dont le seul but est de nous faire cliquer au niveau des réseaux sociaux, par la peur, par le stress, ou par le sexe, par différentes stimulations. Le but, c'est de nous faire cliquer pour faire de la pub, pour vendre de la pub. Et ça met notre cerveau dans un état de passivité et dans un état réflexe qui empêche toute réflexion et qui empêche le développement harmonieux de notre système nerveux. Donc, encore une fois, plus l'enfant est mis dans un environnement où il peut faire de la motricité libre, où il est en interaction avec la nature, avec l'extérieur, le mieux ça va être pour lui. Le plus il a des interactions avec des humains et pas avec des machines, le plus ça va être bon pour lui, le plus il peut utiliser tous ses sens. Et j'insiste sur l'importance du tactile, de la proprioception. Quand on est dehors, quand on bouge, quand on court, quand on saute, quand on grimpe, quand on nage, quand on joue à l'extérieur, on active notre sens proprioceptif en lien avec le système visuel, en lien avec le système auditif, en lien avec le système tactile. Donc qu'est-ce que c'est que cette orientation cognitive de Pavlov ? C'est le réflexe le plus important, c'est un réflexe de vie. C'est un réflexe de vie, c'est un réflexe que nous gardons ou que nous devrions garder tout au long de notre vie. C'est la curiosité, c'est le fait de se poser des questions, c'est le fait d'interagir avec son environnement, c'est le fait que les humains sont descendus de l'arbre, comme le disent les spécialistes de l'évolution. Les humains ne descendent pas du singe, les singes sont nos cousins, c'est-à-dire que nous avons un parent commun, mais les singes ne sont pas nos parents directs. On ne descend pas du singe, nous descendons d'un ancêtre commun qui vivait dans les arbres, et en l'occurrence, nous sommes descendus des arbres. Alors comme le disent les spécialistes, l'humain ne descend pas du singe, mais l'humain descend de l'arbre.
même si les singes sont nos plus proches parents sur cette planète, en particulier les bonobos et les chimpanzés. Euh, je pense que c'est la curiosité qui nous a fait descendre des arbres. Il y en a qui disent c'est parce qu'on s'est adapté, la savane, pour aller trouver à manger, de l'autre côté, ceci, cela. Toutes ces explications ont été remises en question, parce qu'à l'époque, on pensait que les humains s'étaient développés dans l'est de l'Afrique, et puis qu'il y a eu une faille et qui a séparé différentes tribus, et puis que ceci, cela. Sauf que les recherches plus récentes ont montré qu'on a trouvé au Maroc, par exemple, ou à d'autres endroits en Afrique, des évolutions très, très archaïques humaines. Et donc cette théorie ne tient plus la route. Alors aujourd'hui, personne n'a évidemment, sur ces sujets-là, c'est très difficile, mais personne n'a aujourd'hui une vision définitive sur le sujet. Mais j'aime à penser que ce qui nous a fait descendre de l'arbre et nous ériger sur nos pattes arrière, c'est la curiosité. C'est le fait qu'on veut toujours voir ce qu'il y a. On veut toujours comprendre, on veut toujours aller au-delà. On a la créativité. Cette curiosité, c'est vraiment la source de la créativité. J'y reviens dans un instant, bien sûr. C'est peut-être sans doute une des compétences les plus humaines qui soit, la curiosité et la créativité. Donc j'ai tendance à dire que la curiosité n'est pas un vilain défaut, mais est la plus belle et la plus grande qualité humaine qui soit. Sans curiosité, un bébé resterait dans son berceau sans s'intéresser à son environnement, ni visuellement, ni auditivement, ni kinesthésiquement, et ne pourrait pas se développer et resterait en retard mental, en retard cognitif et en retard de développement physique, puisqu'il ne bougerait pas, il ne tournerait pas la tête pour écouter ou pour regarder, il ne chercherait pas à quoi que ce soit d'ailleurs. L'enfant ne pourrait pas se développer sans la curiosité. La curiosité, c'est le moteur principal du développement humain. Donc ça veut dire qu'en tant que parent, en tant qu'éducateur, le plus je peux amener de la curiosité, le mieux c'est. C'est-à-dire si un enfant est curieux, si un enfant se pose des questions, c'est comme ça qu'il va s'épanouir progressivement et se développer. Si en revanche je mets en place autour de lui des systèmes qui font qu'il ne se pose pas de questions et qu'il ne puisse pas interagir avec son environnement, j'inhibe son développement. Donc ça va être majeur en tant que parent, en tant qu'éducateur, mettre en place des stratégies, des situations de stimulation de la curiosité et de favoriser la curiosité des enfants. Un des effets les plus néfastes, nous disent les psychologues et les spécialistes du développement de l'enfant, des écrans, un des effets les plus néfastes des écrans, sur les enfants comme sur les adultes et comme sur les personnes âgées, c'est qu'ils nous empêchent, tenez-vous bien, de nous ennuyer. Oui, parce que aujourd'hui, quelqu'un est dans une file d'attente, dans un magasin, dans un cinéma, n'importe où. Tout le monde est sur son écran pour patienter. Quand autrefois, vous auriez songé, rêvassé, réfléchi, imaginé des trucs, pensé à ce que vous alliez faire plus tard, anticiper le film qui allait venir ou quoi que ce soit. À tout moment, aujourd'hui, il n'y a plus aucun moment d'arrêt, de réflexion, de curiosité, de quoi que ce soit, parce qu'on va prendre l'écran dès qu'il y a un temps mort, dès qu'il y a un temps vide. Premier réflexe, regarder l'écran, regarder les notifications, regarder quelque chose, scroller l'esprit vide sur les réseaux sociaux pour passer le temps, comme si notre vie n'était pas précieuse et que chaque jour qui compte était précieux et qu'on n'allait pas regretter plus tard d'avoir passé notre temps à faire ça. Je ne crois pas qu'il y ait une seule personne au monde sur son lit de mort qui dit « Ah, je regrette de ne pas avoir eu assez de temps pour scroller sur mon écran ». C'est plutôt des trucs du genre « Je regrette de ne pas avoir eu assez de temps pour jouer avec mes enfants, pour explorer le monde, pour voyager, pour échanger, etc., etc. » Donc les écrans ont cet effet néfaste qu'ils tuent la curiosité et qu'ils tuent l'ennui. Et tous les psychologues nous disent aujourd'hui que c'est très important que les enfants puissent s'ennuyer, parce que c'est parce qu'ils ont un moment d'ennui qu'ils vont chercher à être curieux, à être créatifs et à faire des choses. C'est très facile, l'écran, on l'allume, j'aime bien dire l'écran s'allume, l'enfant s'éteint, sûrement quelqu'un qui a dit ça avant moi, dont j'ai oublié le nom, mais
Et c'est très vrai, l'écran s'allume, l'enfant s'éteint. Donc ça va être majeur d'éviter cette systématisation d'écran. Et oui, les enfants vont dire je sais pas quoi faire et ils vont trouver quelque chose. Aujourd'hui, je vous ai dit, on est le 25 décembre et nous avons tous fait l'expérience d'acheter des jouets coûteux à nos enfants qui, petits, trouvaient plus de merveilles à jouer avec la boîte et les cartons et à inventer et à fabriquer des trucs avec les cartons qu'avec le jouet qui est dedans, qui sera vite abandonné. À ce titre-là, il y a une perversité représentée par exemple, les Lego. Vous connaissez tous ce jeu de Lego. Quand nous étions petits, quand j'étais petit en tout cas, les Lego, c'était juste, à l'instar des Kapla, de simples briques, plus ou moins longues ou courtes, mais c'était juste des briques, et à partir de ces briques, on pouvait fabriquer tout un tas de choses que seul notre imaginaire était la limite. Il suffisait d'ajuster ces briques. Ces Lego-là n'existent plus. Si vous allez acheter des Lego, ce ne sera pas des briques de rien, ce sera vaisseau spatial Star Wars, ce sera telle ou telle chose, qui est en fait un puzzle que les gens vont devoir assembler pour faire la chose en suivant le plan 1, 2, 3, 4, 5 pour arriver au truc. Puis après, vous ne ferez rien de ces Legos-là, vous allez les exposer, et puis un jour le démonter, le ranger dans la boîte, et voilà, il n'y a plus aucun intérêt. Les Legos, c'est juste ça. Il n'y a plus la créativité, il faut juste reproduire un modèle. Évidemment, ils sont très très forts, parce que du coup, vous allez en acheter sans arrêt des nouveaux modèles, mais vous allez juste construire un modèle qu'on vous impose. Alors c'est sympathique, mais c'est un puzzle. Mais c'est un puzzle dans lequel on ne doit pas réfléchir comme dans un puzzle, vous voyez. C'est un puzzle où on doit suivre des instructions. La créativité n'est plus là. L'interaction n'est plus là. Parce qu'après, avec les Lego, évidemment, on fabriquait, je sais pas, des maisons et des trucs, et puis après on jouait avec. On inventait des choses avec ça. Donc vous voyez, on croit que c'est des petites choses, mais c'est des choses énormes, rien ne vaut. Alors de nos jours, voilà, c'est le Kapla qui tout d'un coup est devenu le remplaçant des vieux Lego, juste c'est quoi? C'est des tuiles de bois, des bouts de bois, c'est tout, tous les mêmes. Et puis l'enfant les ajuste et fait tout ce qu'il veut avec ce Kapla. Et les experts nous disent, il n'y a rien d'aussi génial que ça. L'enfant a besoin du carton et de trucs pour assembler le carton, je sais pas moi, une agrafeuse, des gros rouleaux de scotch, et puis avec ça, il va fabriquer des cabanes, un vaisseau spatial, 1000 et 1000 et 1000 choses. Et si en plus, c'est pas un enfant, mais plusieurs enfants, pas forcément des frères et sœurs, mais plusieurs enfants qui jouent ensemble avec ces cartons, alors là, ça n'en finira plus. Et si en plus, on met ces cartons dehors à l'extérieur, alors là, ça va être des cabanes, ça va être des châteaux forts, ça va être à l'infini, à l'infini, à l'infini. Donc, je reviens à mon idée que l'orientation cognitive, c'est-à-dire ce vers quoi je décide de tourner mon attention, est le réflexe le plus important. Pourquoi? Parce que ce réflexe, tenez-vous bien, c'est un réflexe de vie donc, est l'antagoniste de tous les réflexes archaïques. Je laisse une petite pause magistrale. Oui, je me répète, le réflexe de curiosité est l'antagoniste de tous les réflexes archaïques. Qu'est-ce que ça veut dire? Les réflexes archaïques, Moro, RTAC, RTSC, RTL, j'ai fait des podcasts sur tous ces réflexes-là. Allongement croisé, Babinski, agrippement du pied, agrippement de la main. Ces réflexes archaïques émergent in utero, sont présents à la naissance, vont être exercés par l'enfant jusqu'à ce que les réflexes de vie, d'équilibre, de stabilité, etc., aient pris le relais, et donc ces réflexes vont s'inhiber dans un premier temps, puis s'intégrer dans l'ensemble de la motricité du corps dans un second temps. Mais, voilà, là où les choses deviennent intéressantes, tous ces réflexes, c'est un concept majeur en intégration motrice primordiale, tous ces réflexes peuvent ressurgir, être désinhibés par le néocortex en cas de besoin. Mais c'est quoi ce besoin? C'est le stress, c'est le danger. Comme ils disent dans la théorie polyvagale de Stephen Porges, on a le sens qui s'appelle la neuroception, nos yeux, nos oreilles, justement, notre sens du toucher aussi,
sont toujours actifs pour soit voir s'il y a du danger, soit voir s'il y a des interactions sociales potentielles. C'est-à-dire qu'il est toujours à la recherche, attention, du danger, mais aussi de la sécurité. C'est pas juste, on a des cellules qui cherchent le danger, on a des cellules visuelles, auditives, tactiles, qui recherchent en permanence le danger et la sécurité. Et un des buts que nous avons, c'est d'éviter le danger et d'aller vers plus de sécurité, d'engagement social, d'interaction sociale. Là, on est à fond dans ce réflexe d'orientation cognitive de Pavlov. Donc, ma neuroception est toujours à l'affût d'un éventuel danger. Si je perçois un danger, eh bien, je vais réagir de manière réflexe, automatique, spontanée. Et je vais réactiver un certain nombre de réflexes archaïques, le morot, si je chois en arrière, l'agrippement pour me rattraper, des choses au niveau du pied, etc. etc. Et si c'est chronique, ces réflexes restent sortis en permanence. Si mon corps dit tu tombes toujours, ben je garde le train d'atterrissage sorti, c'est-à-dire tel ou tel réflexe actif en permanence. Évidemment, ce faisant, je perds l'intégration de réflexes de vie, je perds en stabilité, en équilibre, en protection, en redressement de la tête. Et donc, quand je perçois du danger, je vais systématiquement activer ce système réflexe qui est majeur. Mais quand il y a de la curiosité, quand le réflexe d'orientation cognitive de Pavlov est actif, eh bien, je ne perçois plus le danger de la même manière. Je m'explique. Dans la théorie polyvagale de Stephen Porges, il ne dit pas que c'est le danger qui active tel ou tel mécanisme, en l'occurrence les réactions de fuite, lutte ou de figement. Il dit que c'est la perception que l'on a du danger, c'est le sentiment qu'il y a un danger. Ce qui fait une énorme différence, parce que en soi, ce qu'on appelle danger est purement subjectif. Ce qui est danger pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Ça dépend à quel âge, ça dépend qui, quoi, qu'est-ce. Je suppose, dans mon cas, par exemple, dans mon cas, qui ne connaît rien aux chiens, qui n'a jamais été élevé avec les chiens, j'ai une petite peur des chiens, parce que je ne les connais pas, je le sais. Donc quand je me vois, en particulier un gros chien, je me sens en danger. Mes petites filles, qui ont 5 ans pour l'une et 10 ans pour l'autre maintenant, n'ont jamais eu peur des chiens, et quand elles voient un chien dans la rue, etc., elles sont attirées par le chien, elles parlent au chien, elles vont vers le chien, elles n'ont pas peur de toucher le chien. Elles savent sans doute lire un certain nombre de langage corporel du chien. Elles ont un chien chez elles, un lévrier. Moi, j'ai peur des chiens. Moi, je perçois les chiens comme un danger. Ma petite fille de 5 ans, je me rappelle à 2 ans déjà, il y avait des gros chiens dans la rue, elle allait vers les gros chiens et elle mettait ses mains vers la gueule du chien sans aucune peur. Peut-être c'est un tort, mais c'est comme ça. Elle ne perçoit pas chien égale danger, comme moi je perçois chien égale danger. Bon, j'ai été attaqué par des chiens petits quand j'étais sur un vélo, saigné, chute de vélo, vêtements tout déchirés et tout, donc ceci peut expliquer cela. Mais vous comprenez que certaines personnes vont identifier les chiens comme un danger et d'autres non. Maintenant, vous remplacez ça par parler devant un groupe. La plupart des humains sont terrorisés à l'idée de parler devant un groupe. Alors, les sociologues me disent oui, parce que on parle dans un groupe, soit parce qu'on est le leader du groupe, soit parce qu'on est jugé par le reste du groupe. Alors évidemment, ça fait très peur, à moins que vous soyez le leader. Personnellement, et donc il y a même des études qui disent que les gens ont plus de peur de parler devant un groupe que de mourir. La peur de parler devant un groupe est plus grande. Il y a beaucoup de gens dans nos cabinets qui viennent nous voir avec des objectifs qui est de parler dans le monde professionnel ou quoi. Ils sont terrorisés, ils doivent le faire, ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir évoluer dans leur métier s'ils ne sont pas à l'aise pour parler devant un groupe. Donc beaucoup de gens, pour eux, parler devant un groupe, c'est la terreur. Moi, depuis que je suis tout petit, c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. J'ai toujours été le premier à lever le bras qui veut faire un exposé en classe, à faire des petits spectacles de magie quand j'étais petit. Après, j'étais moniteur et je chantais devant toute la colonie de vacances et avec tout le monde et faire le pitre et faire du théâtre. Je fais du théâtre jeune. J'étais très à l'aise. Quand je donne une conférence,
Je suis plus à l'aise s'il y a 100 personnes que s'il y en a 10. Et plus il y a de monde, plus je suis content. Pour certaines personnes, ce serait une terreur absolue. Pour moi, c'est le bonheur absolu. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, mon métier est que je suis formateur et que je suis à l'aise pour parler devant des groupes. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est pas ouais, il y a 100 personnes qui sont là. Je dois parler devant les 100 personnes. Pour certaines personnes, ils vont identifier ça comme une situation de danger, d'être jugé, de peur, de je sais pas quoi. Moi, c'est tout de suite une adrénaline, mais qui est positive. Waouh, on va se surpasser, on va faire des trucs, on va faire rire les gens, on va leur raconter des choses passionnantes. Bref, s'il y a de la curiosité, s'il y a mon orientation cognitive, les mécanismes de stress ne peuvent pas se mettre en place. Voilà ce que je voulais dire en disant que le réflexe d'orientation cognitive de Pavlov, la curiosité, est l'antagoniste de tous les réflexes archaïques. Alors, j'exagère un peu en disant ça, bien entendu. Si je suis en train de tomber, je vais mettre les mains. Évidemment, si je suis curieux de qu'est-ce que ça va faire quand je tombe, si je ne mets pas les mains, ça va être difficile de surpasser ça. Qu'est-ce que ça fait de se casser le nez par terre, ça va être difficile de surpasser ça. Donc évidemment, j'exagère en disant ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des gens dans le métier qui choisissent comme métier des choses complètement folles pour nous. Par exemple, certains penseraient qu'être formateur et de parler dans des groupes, c'est un métier complètement fou et qu'ils ne feraient jamais ça pour rien au monde. Mais moi, je peux penser à, par exemple, astronaute. Astronaute. Donc, trop bien aller dans la Lune et tout, mais jamais de la vie. De quitter l'atmosphère terrestre, d'aller dans un endroit où il y a des radiations, où il n'y a pas la gravité, où vous avez la nausée à cause de la pesanteur, où vous êtes à 5 cm du vide intersidéral et du froid le plus glacial qui soit. C'est infernal. Je ne peux pas imaginer de monter dans une fusée et d'être crabouillé comme ça. Des gens, ils rêvent de ça. Moi, ce serait la terreur. Ou océanographe. On a un de nos personnes qui est venu se former chez nous, David Chenel. C'est un ancien océanographe. Il est allé, dit-il, à 5000 mètres de profondeur. C'est très rare. 5 km sous l'eau dans l'océan. La pression, le nombre de bars, phénoménal, écrabouillé. Moi, je fais de l'apnée. Quand je plonge à 5 mètres, vous avez envie de faire pipi parce que à 5 mètres déjà, vous avez un demi-bar, enfin un bar et demi. Vous avez un bar et demi. Et ça me donne déjà envie de faire pipi parce que la vessie est un peu contractée. À 5000, évidemment, il était dans un truc de métal, mais vous savez que vous pouvez être écrabouillé comme ça en une fraction de seconde, tellement les pressions sont phénoménales dans un endroit où le moindre manque d'oxygène, et peut-être il vous faut des heures pour remonter, et s'il y a le manque d'oxygène, non, mais jamais de la vie. La sensation d'être en sécurité ou en insécurité. La curiosité de David Chenel, puisqu'on le connaît, et je le nomme, fait que il a envie d'y aller. Et il y a très peu d'humains qui sont allés à 5 km sous l'eau. Très peu d'humains y sont allés. Il est allé. Et quand je l'ai interrogé, il dit moi, c'est ma curiosité de savoir où sont les origines de la vie. Comment la vie est apparue sur cette planète. J'aurais pu dire des vulcanologues, des gens qui vont aller au bord des volcans pour voir comment ça fonctionne au centre de la Terre, etc. Bref, les explorateurs qui partaient sur la mer sans carte, sans GPS, etc. C'est l'orientation cognitive de Pavlov. C'est ce qui fait que je quitte mon berceau pour explorer le monde. C'est ce qui fait qu'on veut faire des fusées pour aller sur Mars. Qu'est-ce que ça nous fait d'aller sur la Lune? Est-ce que ça va nous rendre plus heureux? Non. Est-ce que ça apporte quelque chose au concret de notre quotidien? Non. Mais on peut y aller, donc on va y aller. C'est phénoménal, cette curiosité. Et alors, dès que l'enfant a le langage, ça va toujours être pourquoi. Et je pense que c'est la plus grande qualité qu'un être humain puisse développer, c'est cette curiosité. Et c'est ce qui fait qu'on ne vieillit jamais, si je puis dire. Si je suis curieux, c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Alors j'ai fait un épisode sur le podcast parce que la valeur première de l'IMP, c'est de penser que la vie est apprentissage, que nous apprenons sans cesse. Et que si nos vies sont orientées vers l'apprentissage, pas dans une accumulation vide de savoir, bien entendu,
mais de fait qu'il y a toujours quelque chose à découvrir. Et ça veut dire à partager, à échanger. Mais on a toujours envie de vivre, on a toujours envie de continuer la route, et c'est passionnant, et c'est fabuleux. Et à ce moment-là, on crée des engagements sociaux si importantes pour ce nerf vague, le fait de sentir la sécurité par l'engagement social. Donc c'est la curiosité qui va amener ce sentiment de sécurité, qui va faire que j'ai 90 ans, mais j'ai toujours envie de faire quelque chose. C'est Hugo Frey qui disait, là encore, il y a quelques mois, à 96 ans, fait un concert, on y était, hein, concert, 2 heures de concert, 96 ans, à fond les ballons, et qui dit, bon, là, je vais m'arrêter un peu de faire des concerts parce que j'ai pas assez de temps, 96 ans, j'ai pas assez de temps pour faire de la sculpture et de la peinture, et puis pour écrire et finir mon autobiographie, et je veux absolument finir mon autobiographie, et j'ai encore tellement de choses à faire avant mes 100 ans, que là, je vais arrêter un peu les concerts, mais j'ai encore 2 ou 3 albums que je veux faire avant mes 100 ans, donc 2-3 albums, plus de la sculpture, plus de la peinture, plus il sculpte très bien, il peint très bien. Il dit: «J'ai pas assez fait ça dans ma vie, donc il est temps que je m'y mette», et puis ouais, je fais du vélo, mais je marche pas assez, il faut que je m'y mette. Il dit: «À 96 ans, il faut que je m'y mette, je vais m'y mettre», il dit: «Je vais m'y mettre, je vais marcher plus». C'est ça, c'est Michel Audin, 96 ans toujours, bon décédé en ce mois d'août 2025, qui quelques jours avant, faisait encore des zooms pour répondre à des questions et des conférences sur internet, écrivait encore des articles, et son dernier bouquin. J'ai toujours quelque chose à apprendre, à découvrir, à partager, alors je vieillis pas, je suis toujours actif. À partir du moment où j'estime que j'ai plus rien à apprendre, à découvrir, l'ennui arrive, et à ce moment-là, la vie n'a plus de sens. Il n'y a plus qu'à qu'est-ce qu'on mange ce soir et qu'est-ce qu'il y a à la télé. Et c'est dommage, des millions d'années d'évolution pour en arriver là. C'est quelle perte monumentale, quelle perte d'énergie de l'univers. Si la seule question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir, parce que ça, qu'est-ce qu'on mange, c'est la question que se posent tous les animaux, donc ça fait que les humains ne sont pas différents de tous les autres animaux. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et puis, qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Hein, mais bien sûr que nous posons tous cette question, hein. Mais si c'est la seule question qui vaille, est-ce que c'était bien la peine de descendre des arbres, en fin de compte, pour revenir au début de cet épisode de podcast? Alors, dans nos cabinets, nous considérons que la curiosité, que l'orientation cognitive, dite de Pavlov, est un réflexe. Pourquoi? Parce que Pavlov l'a testé. Vous prenez un bébé en train de téter, alors qu'est-ce qu'ils font, les scientifiques? Ils ont des tétines connectées à un capteur de pression. Donc on voit si le bébé, quand il tète, modifie sa pression. Donc vous imaginez que si vous faites quelque chose qui intéresse le bébé, ça modifie sa pression. Il tète moins fort, il suce moins fort parce que son esprit est divisé vers quelque chose d'autre. Si ça ne l'intéresse pas, il ne change pas sa succion, il continue à téter comme si de rien n'était. Alors voilà un certain nombre d'expériences fascinantes. Vous présentez un stimulus, et si le bébé modifie sa tétée, pendant qu'il est en train de téter bien sûr, eh bien ça modifie la pression de la stimulation, et on peut le voir sur un graphique. Alors ce qui est étonnant, vous connaissez tous le jeu du caché-coucou. Et moi, combien de fois avec mes filles, je me suis dit, allez, je vais jouer au jeu du caché-coucou jusqu'à temps qu'elles en aient marre. Puis je m'arrêterai que quand elles en aient marre. Ou de jouer avec un petit enfant, de dire, j'arrêterai de jouer quand il en a marre. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. C'est toujours moi qui en ai eu marre avant. Vous faites 10 fois, 20 fois le caché-coucou, l'enfant est toujours mort de rire, et il veut encore qu'on fasse des grimaces et des cachés-coucou. Mais des scientifiques, comme Pavlov, mais aussi comme Piaget, eux ont fait des expériences en laboratoire, alors ils sont payés pour faire ça, puis ils ont des machines et tout, et puis c'est leur passion justement. Et eux, ils vont mettre en place des protocoles. Donc on va présenter un stimulus à un enfant, par exemple, qui fait du bruit, ou un stimulus visuel, et puis on regarde si ça modifie la tétée. Et puis ils peuvent évaluer la modification de pression. Puis on recommence 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois s'il le faut. Et on s'aperçoit qu'effectivement, au bout d'un certain nombre de répétitions, que ce soit d'un indice sonore ou d'un indice visuel, il y a ce qu'on appelle en science une habituation, et au bout d'un moment un désintérêt.
à condition que ce soit le même stimulus. Parce que vous voyez, quand on joue au caché-coucou, on fait des stimulus, on change sans arrêt, on fait des grimaces différentes, on fait des sons différents. Et donc c'est infini puisqu'on change les stimulus en permanence. Mais là, c'est toujours le même stimulus, toujours le même bruit. C'est comme si vous avez eu des animaux, des chats ou quoi, quand ils entendent un nouveau bruit et pour la première fois, ils réagissent. Première fois que vous mettez de la musique ou un bruit spécifique, ils réagissent. Et en général, au bout de 2 ou 3 fois, c'est fini. Ils réagissent plus, ça y est. Même des fois, la première fois, ça y est, habituation. C'est analysé. Je sais de quoi il s'agit. Alors chez le bébé, ils ont beaucoup de curiosité, donc il faut un certain nombre de stimulations avant qu'on crée une habituation. Et nous connaissons tous ça, hein. C'est pour ça qu'on veut toujours de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté. Bien sûr, il y a des choses qui nous apportent tellement de plaisir qu'on répète encore et encore des aliments qu'on veut toujours manger tellement on les trouve délicieux. Ou dans mon cas, il y a des livres que j'ai lus 10 fois, 20 fois dans ma vie, que j'adore, qui me passionnent et que je lis, et que, voilà, des romans, hein, des romans que j'adore et dont l'histoire est tellement merveilleuse que j'ai envie de m'y retrouver encore et encore, même si je la connais par cœur, se replonge dedans. Il y a ma petite fille de 10 ans qui dit qu'elle relit Harry Potter. Euh, voilà, elle relit Harry Potter. Son père lui a lu Harry Potter. Elle a lu une première fois Harry Potter, mais là, elle le relit Harry Potter parce qu'elle a eu une nouvelle édition du livre plus jolie, je sais pas quoi, bref. C'est que l'histoire la passionne tellement. Donc, où en étais-je? Oui, cette habituation. Donc, l'importance de mettre de nouveaux stimulus, de stimuli, encore et encore, et de créer de la curiosité continuellement. Alors, dans nos cabinets, c'est quelque chose que l'on teste. On va à un moment donné de notre séance, on observe différents réflexes, l'agrippement, l'allongement croisé, le babinski, le ceci, le cela, on regarde ces différents réflexes, et puis tout d'un coup, on va présenter à la personne un stimulus inconnu d'elle, mais à la fois visuel et auditif. Je vais vous donner un exemple. Dans mon cabinet, j'ai un certain nombre de petites marionnettes que je mets à ma main. J'ai une marionnette escargot. J'ai les 2 doigts qui font les antennes de l'escargot, et puis sur le dos de la main, ça fait comme une grosse coquille d'escargot. Donc tout d'un coup, en douce, je mets ma marionnette escargot, et puis dans mes mains, dans cette main, je prends un petit instrument qui fait du bruit, en l'occurrence une crécelle. Et puis tout d'un coup, mais pas de manière soudaine qui ferait peur, mais je sors ma marionnette avec la crécelle et je fais le bruit. Et je regarde la réaction de la personne. Si la personne réagit en ouvrant grand ses yeux, qu'elle a l'air surprise, puis intéressée, qu'est-ce que c'est en fait? Pavlov l'appelle, ce réflexe, il n'a pas appelé ça le réflexe de Pavlov, il a appelé le réflexe du qu'est-ce que c'est. Alors ce 25 décembre, il y a quand même quelques voitures et je vois parce qu'ils vont à la boulangerie là-bas acheter certainement des petites bûchettes de Noël ou des croissants ou des trucs pour le repas du 25 décembre. Donc on cherche la réaction, c'est une orientation cognitive qui est mais qu'est-ce que c'est? Quand vous avez ça là, le qu'est-ce que c'est, où on a tout gagné, on sait qu'il y a de la curiosité, on sait qu'on peut éveiller la curiosité. C'est la question la plus importante. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Pourquoi? Comment? D'où ça vient? C'est les questions les plus importantes. Alors, dans notre cabinet, en fait, il est un peu fou, il va sortir sa marionnette escargot tout d'un coup et faire ça devant les gens. En fait, dans la réalité du terrain, on s'y prend un peu différemment. Dans mon cabinet, il y a des endroits, des boîtes à trésors. Il y a une collection de kaléidoscopes. Il y a des décorations particulières. Si un enfant de 6 ans, 7 ans, 5 ans, 10 ans rentre dans mon cabinet sans avoir les yeux intéressés par tout ça, il y a aussi des plateaux d'équilibre, des ballons pour s'asseoir, des outils d'automassage, bref. S'ils ne présentent aucune curiosité, qu'ils ont l'air blasés ou quoi que ce soit, je sais que là, il y a quelque chose qui se passe. Si un adulte vient dans mon cabinet, il ne me pose pas de questions sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est quoi votre méthode et tout. Là aussi, je
comprend des choses par rapport à son réflexe de, de curiosité. Alors, ça, c'est quelque chose de très intéressant d'observer. Est-ce que les gens sont curieux? Est-ce que les gens activent leur cognition? Est-ce qu'ils se posent des questions? Est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'ils sont attentifs à chercher non plus le danger, mais qui se sentent en sécurité, qui veulent savoir le pourquoi du comment? Ça, c'est passionnant. Alors, dans nos cabinets, on va faire quelques observations pour vérifier si, par rapport à un objectif donné, la raison pour laquelle les gens viennent nous voir, il y a une curiosité qui est suscitée, qui est là, il y a une orientation cognitive, il y a une capacité à se poser des questions. Et il n'y a pas de mauvaises questions, donc je ne peux pas dire à se poser les bonnes questions, il n'y a pas de mauvaises questions, donc à se poser des questions, tout simplement, qui nous poussent sans cesse à s'adapter, à grandir, à évoluer. Alors, si c'est pas le cas, vous allez me dire si c'est pas le cas, parce que ce qu'on veut voir, c'est est-ce que ce réflexe est présent, et c'est un réflexe de vie, donc il devrait être présent. Si c'est pas le cas, on a un certain nombre de stimulations. Alors, en fait, il faut savoir que toutes nos séances d'IMP sont construites d'une certaine manière. Il y a un modèle. Quand on va faire une séance d'IMP, c'est pas comme une séance d'autre chose. L'IMP, c'est une approche particulière qui a une philosophie, et entre autres, cette philosophie est basée sur l'importance de l'observation. J'ai fait un épisode de podcast entier sur ce sujet, l'importance de l'observation, écoutez-le, si ce n'est pas le cas. Se base aussi sur un paradigme qu'on appelle le paradigme éducatif, ça c'est majeur. Donc ça fait 2 points particuliers à l'IMP, approche éducative, approche basée sur l'observation, l'auto-observation, la capacité à s'observer, c'est quelque chose qu'on va enseigner aux gens. Et 3e point, c'est basé sur la curiosité, sur l'orientation cognitive de Pavlov. Et la structure d'une séance d'IMP est faite de telle sorte que ces 3 qualités, éducation, curiosité, etc., soient bien présentes. Aspect éducatif, curiosité et observation soient présents en permanence. Et donc, on a organisé nos séances de telle sorte qu'il y a un certain nombre d'étapes qui vont stimuler ces trois compétences. Nous pensons en IMP que le fait d'intégrer dans nos vies, d'infuser dans nos vies de l'observation, de la curiosité et une approche éducative, une approche orientée apprentissage, nous rend plus épanouis, plus heureux. Et c'est ce qu'on veut faire. En fin de compte, on peut dire que c'est un peu le but sous-jacent de toutes les séances d'IMP, d'infuser ces 3 qualités humaines si particulières. Et donc nous avons des procédures, des suggestions, des mises en place de choses pour activer spécifiquement l'orientation cognitive de Pavlov, la curiosité. Alors ça peut passer par des petits jeux, je vais vous en décrire un ou deux, puis on terminera l'épisode d'aujourd'hui comme ceci. C'est déjà un long épisode, c'est épisode spécial Noël, et ce sera le dernier épisode que je mettrai concernant la série de réflexes, parce que je voudrais terminer par celui-là. J'en ai d'autres enregistrés avant de publier celui-ci, mais je l'enregistre en ce 25 décembre, et je le publierai qu'après avoir publié tous les autres épisodes sur les réflexes. Petits exercices que l'on peut faire, c'est avec un enfant, mais avec un adulte, ça marche aussi, c'est de réveiller notre curiosité. Par exemple, on prend un objet, un simple objet du quotidien. Une cuillère, une fourchette, un crayon, une clé, un objet banal du quotidien. Puis on dit à la personne, décris-moi cet objet comme si tu le voyais pour la première fois. Ou décris-moi comme un bébé le ferait. Et décris-moi plein de caractéristiques de cet objet, visuellement, auditivement, tactilement, ou pourquoi pas gustativement. Une autre idée que je donne, c'est tu rencontres un extraterrestre qui vit dans un univers très différent du nôtre, et ils n'ont pas de crayon, ou de clé, ou de fourchette. Ils ne savent pas ce que c'est, ils n'ont jamais vu cet objet. Décris-leur et explique-leur à quoi ça sert. Pourquoi le crayon? Pourquoi la clé? Et décris des aspects de tout ça. Bref. Autre chose qu'on peut faire, je présente aux gens un objet usuel du quotidien. Prenons une chaise.
pour changer. Je dis: «Qu'est-ce que c'est ça? Une chaise? Est-ce que tu as déjà vu cette chaise-là?» La réponse est non, c'est la première fois que les gens viennent, ils n'ont jamais vu cette chaise. Est-ce que cette chaise est différente d'autres chaises que tu as vues? Et aussi incroyable que ce soit, en général, vous allez chez quelqu'un, ce sont des chaises que vous n'avez jamais vues. Il y a tellement de modèles de chaises. Les designers ont une imagination sans limite. Il y a tellement de designs de chaises au monde qu'il y a de fortes chances que vous alliez chez quelqu'un et la chaise qu'il a chez lui, c'est la première fois que vous voyez ce modèle de chaise. Alors j'ai dit, cette chaise que tu vois pour la première fois, qu'est-ce qu'elle a de commun avec toutes les chaises que tu connais, que tu as déjà vues dans ta vie? Et qu'est-ce qu'elle a de différent de toutes les chaises que tu as vues dans ta vie? Vous voyez, ce sont des compétences différentes. Et ça, c'est une notion très importante par rapport à la curiosité, à Pavlov, etc. C'est-à-dire quels sont les points communs et quelles sont les différences. Ça, c'est deux éléments clés, points communs et différences. Point commun entre ce crayon et tous les autres crayons que tu as vus dans ta vie, et différence entre ce crayon, particularité entre ce crayon et tous les autres crayons que tu as vus dans ta vie. Qu'est-ce qui rend ce crayon unique, en fin de compte? Et ça, on peut le faire avec... là, je viens de donner des indices clés visuels, des choses visuelles. On peut le faire avec des choses auditives, avec des sons, de reconnaître des sons, de faire des sons, de jouer avec des sons. Et on peut le faire aussi au niveau tactile, c'est quelque chose que j'aime bien faire. On prend un grand sac en papier, et puis dedans on met différents objets, et j'ai dans mon cabinet évidemment différents objets tactiles bizarres, des choses gluantes, des choses rugueuses, des choses lisses, des choses avec des petits points, rien de dangereux, mais des choses un peu pointues, etc., dans un grand sac en papier. Et puis les gens, on demande, évidemment sans regarder, de mettre les mains ou une main dans le sac en papier, et d'explorer, et de me décrire qu'est-ce qu'ils ressentent. Évidemment, le premier réflexe, c'est de dire: qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu ressens? Décris-moi. Qu'est-ce que tu touches? Et éventuellement, à quoi ça peut servir? Qu'est-ce que c'est? Évidemment, on peut nommer à un moment donné, mais d'abord décris les qualités de ce que tu es en train de toucher. Hein, je vous ai dit l'importance de ça chez les bébés au bac à sable. Bien sûr, avec mes filles, j'ai beaucoup fait ça au niveau gustatif, de faire fermer les yeux, de dire: voilà, tu vois tous les aliments qui sont sur la table ici. Par exemple, dans une salade composée, vous avez du maïs, vous avez du riz, vous avez de la tomate, vous avez des poivrons, que sais-je, 1000 choses dans une salade composée, des bouts d'œufs, etc. Dire: mes filles, allez, tu vas fermer les yeux, puis je vais te mettre un des trucs, puis tu dois deviner ce que c'est. Et on joue à ça. Autre chose, évidemment, c'est des ruses de papa, mais je suis sûr que tu peux pas faire la différence entre la pomme de terre pelée et la pomme de terre pas pelée. Je vais te mettre, regarde devant moi, là, j'ai 2 bouts de pommes de terre, un qui est pelé, un qui est pas pelé, ou 2 bouts de pommes pelé, pas pelé, 2 bouts de je sais pas quoi. Et je suis sûr, pour jouer à un concours, que tu peux pas deviner celui qui est pelé, celui qui est pas pelé. Et on joue avec ça. Voilà. C'est la curiosité, toujours la curiosité. Je suis sûr que je me demande qu'est-ce que ça ferait si. Et d'explorer des choses, d'explorer des saveurs, d'explorer des textures. Et au niveau auditif, alors dans mon cabinet, j'ai une boîte où il y a plein d'objets, une boîte musicale, plein d'objets qui font des bruits et des sons. Alors par exemple, j'ai des appos, vous savez, qui reproduisent les bruits des animaux quand on souffle dedans. Mon père avait ça, des trucs de chasseurs. On a aussi, ça fait les sons des oiseaux. J'ai aussi des petites boîtes à musique. On tourne la petite manivelle et ça fait une musique. J'ai aussi différents petits instruments de musique bizarres, des petits grelots, et une petite flûte, un harmonica, 2-3 trucs. Je vous ai dit une crécelle. Bref, tout un tas de... Voilà, donc il y a une boîte à son. Alors j'ai une boîte à trésor visuel, c'est une boîte de kaléidoscope. Boîte de kaléidoscope. J'adore les kaléidoscopes, donc toutes sortes de kaléidoscopes. Extraordinaire. Et puis j'ai aussi une boîte à toupies. Je collectionne, j'ai une quinzaine de toupies différentes, en bois, en couleur, en machin. Et ça permet une expérimentation tactile et corporelle aussi. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, mais si à mes enfants je peux donner un maximum de curiosité, c'est-à-dire que je pense que le système scolaire devrait être un système, l'éducation devrait être un système qui favorise la curiosité et qui valorise la curiosité, le fait de se poser des questions encore et encore.
J'ai pas dit qu'il valorise le fait d'avoir des réponses. J'ai dit qu'il valorise le fait d'avoir des questions. Malheureusement, on constate que bien souvent l'école, qui est un système éducatif, fait l'exact opposé. Il impose des savoirs à des enfants qui n'ont pas de questions, ils ne suscitent pas les questions, et ils vont même détruire la curiosité des enfants par un système de valeurs, de jugement, de morale, d'émotions négatives, de c'est pas bien, c'est mal, c'est une faute. Et donc ce système éducatif, je dis système parce que en disant système, je ne veux pas pointer du doigt tel ou tel enseignant. Au contraire, moi, dans mon métier, comme je forme beaucoup d'enseignants, je vois des enseignants extraordinaires qui veulent justement aller vers un modèle autre que le système scolaire. C'est pour ça que je parle du système. Ce système, c'est un système qui est le prolongement du système étatique. Et le système étatique est basé sur le capitalisme, qui est le but de la consommation, pour faire de l'argent, qui est basé sur l'argent, et donc de faire consommer. Donc justement, d'aller au contraire de l'orientation cognitive de Pavlov, puisque fournir aux gens des solutions toutes faites, des goûts tout faits, une saturation des sens qui tue toute curiosité, parce que le seul but c'est de consommer encore et encore sans curiosité. Et les écrans, je pense, et les réseaux sociaux sont le point culminant, ultime, de la cessation de toute curiosité, de tout intérêt, et d'une certaine manière de toute humanité, la cessation de toute humanité. Je regarde des écrans, j'adore regarder des films. Pas plus tard qu'hier soir, j'en ai regardé un. Si vous voulez savoir, on a regardé Cocoon, ce film de science-fiction où des personnes âgées retrouvent la jeunesse en étant en contact avec des extraterrestres. Donc oui, je regarde des films, bien entendu. Mais en revanche, j'utilise très peu les réseaux sociaux. Je n'ai pas de compte de réseaux sociaux personnels. Parce que j'ai pas de temps à perdre. J'ai plein de choses à faire dans la vie et j'ai pas assez de temps de faire tout ce que je veux faire. Plus de faire du sport, plus de lire, plus de m'instruire. Et beaucoup de gens me disent mais comment tu peux arriver à faire tout ce que tu fais? Je dis bah, déjà j'évite de perdre un maximum de temps à regarder ou à faire tout un tas de choses. Je perds mon temps comme tout le monde, hein. Je fais des choses sans intérêt. La vie c'est aussi ça, c'est aussi faire des choses inutiles, spontanées, bien entendu, évidemment. Mais je mets des garde-fous dans ma vie, je mets des garde-fous et avec mes enfants, c'est mon rôle d'éducateur, j'ai mis des garde-fous, comme le fait de ne pas avoir d'écran à la maison. Les seuls écrans, enfin, il y avait pas de télé, mais un écran avec un lecteur de DVD à l'époque. Et on regardait un film en famille, tous ensemble, pas chacun dans sa pièce, pas chacun à son écran, à son téléphone, à sa tablette ou quoi que ce soit. Un film que nous choisissions en famille, en général un film de qualité pour éduquer mes enfants à l'art cinématographique, car il y a évidemment des chefs-d'œuvre cinématographiques. Et donc, j'ai fait regarder à mes filles une fois par semaine, le vendredi soir, parce que le lendemain, il n'y a pas d'école et c'est samedi, un film tous ensemble qui pouvait susciter des discussions après, surtout avec ma fille aînée. Donc voilà, bien sûr. Si dans ma vie, je mets en place un maximum de choses pour susciter de la curiosité, la lecture est une très bonne chose pour ça. Et je pense que c'est mon rôle de parent, d'enseignant, d'éducateur, de valoriser ce que j'estime être cette compétence humaine majeure, peut-être même la compétence humaine la plus importante qui soit, ou en tout cas qui nous caractérise comme telle. Donc voilà ce dont je voulais vous parler en ce beau jour de Noël. Très froid là, j'ai regardé, il fait une température négative. Et je suis très content de vous partager ça et je sais que vous écouterez ça comme le dernier réflexe que je présente dans la série de podcasts En balade avec Paul. Et c'est pas pour rien, c'est voulu. Peut-être j'ai gardé le plus beau pour la fin. C'est que, en fin de compte, tout ce qu'on fait en IMP, de vouloir réguler les réflexes, de gérer le stress des gens, de apaiser le nerf vague, les mécanismes de stress, etc. Bah, tout ça est très différent, tellement différent quand on peut travailler, quand il y a la curiosité. Tout ça ne s'active pas de la même manière. Et si on trouve de l'intérêt, de la curiosité, de l'attention aux choses qui nous environnent, et ben, en fin de compte,
peut-être que notre système de réflexe, nos systèmes de stress ne s'activeraient pas. Ça changerait beaucoup de choses. Je vous remercie de m'avoir écouté sur cette série de podcasts dédiés aux différents réflexes archaïques et aux réflexes de vie. Et j'espère qu'on a terminé en beauté par ce magnifique réflexe de vie qu'on appelle, alors je redis ces 3 noms, hein, son long nom, c'est le réflexe d'orientation cognitive de Pavlov. Son nom moyen, c'est le réflexe du qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et son nom court, on l'appelle en IMP, c'est la curiosité. Et j'aime à dire que la curiosité n'est pas un vilain défaut. La curiosité est sans doute une des plus belles caractéristiques humaines. Évidemment, c'est ça le problème quand on dit que la curiosité est un vilain défaut, on imagine l'enfant qui espionne ses parents. Alors oui, c'est pas cool, mais c'est pas de cette curiosité-là dont on parle, c'est la curiosité qui nous fait poser des questions encore et encore. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Pas dans un but de s'empoisonner la vie, hein, parce que une des choses les plus importantes, c'est de savoir qu'on aura ce privilège de vieillir, d'être plus mature. On sait qu'on n'aura pas réponse à toutes nos questions, et c'est de faire la paix avec ça. Non, je ne trouverai pas toutes les réponses à mes questions. Je ne trouverai pas les réponses aux questions ultimes. La vie, c'est un grand point d'interrogation, et ça restera toujours un grand point d'interrogation. Le pourquoi des choses, parce que peut-être que la réponse, c'est qu'il n'y a pas de pourquoi. Pourquoi la vie? La vie est apparue par hasard dans l'univers. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a une réponse? On ne sait pas. Mais j'ai envie de savoir plus de choses sur comment fonctionne la vie. C'est la chance d'arriver dans cet univers et sur cette planète où il y a de la vie, et de pouvoir partager cette vie, et de pouvoir échanger. C'est quand même une beauté extraordinaire. On aurait pu ne pas naître, on aurait pu ne pas exister, il aurait pu ne pas y avoir de vie, il y en a. Alors, la question peut-être c'est pas pourquoi il y a de la vie, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et comment je vais pouvoir composer avec cette vie? Comment je fais pour être en harmonie avec cette vie, pour apporter ma pierre à l'édifice? Quelle influence positive j'ai sur le vivant? Ou est-ce que mon influence est plus négative sur le vivant? Comment faire pour passer le flambeau aux générations suivantes? Et quand je dis générations suivantes, je ne pense pas qu'aux humains. Je pense à tous les êtres vivants de cette planète, incluant les plantes, les champignons, les animaux et certainement d'autres choses. Donc voilà, je vous quitte sur ces grandes questions philosophiques. Et oui, sur ces grandes questions philosophiques, avec un gros point d'interrogation. Merci à tous et je vous souhaite pour tous beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt. Ce qui entraîne une des qualités fondamentales, c'est la motivation. Et la motivation, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait aller de l'avant. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres épisodes.